Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour vous faire vivre les temps forts des travaux des sénateurs cette année. Ce sera l'un des textes importants de l'année 2020, le projet de loi de bioéthique qui ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. La commission spéciale du Sénat a entendu toute une série d'acteurs sur ce texte et notamment la philosophe Sylviane Agacinski qui a expliqué les raisons philosophiques de son opposition à la PMA pour toutes les femmes. Regardez cette audition. La proposition de loi du gouvernement vise, je cite, à élargir l'accès aux technologies disponibles en modifiant le Code de la santé publique et aussi en créant un nouveau mode d'établissement de la filiation. L'article approuvé par l'Assemblée déclare, je cite, « Tout couple formé d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes, ou de toute femme non mariée, a accès à l'assistance médicale à la procréation, après une évaluation médicale et psychologique. » Première remarque, la très grande partie des arguments et commentaires exprimés dans la presse sur ce point reprend l'idée qu'il s'agit d'une ouverture et d'une extension à toutes les femmes de l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée, PMA. L'idée est reprise en boucle que la PMA aurait été jusqu'ici réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer. Ça, c'est pour l'argumentation. Or, cette notion de couple hétérosexuel est d'un usage purement rhétorique, car il s'agit en réalité de couples infertiles, ce qui n'est pas la même chose. Les techniques de PMA assistée, de procréation assistée, ont été jusqu'ici proposées pour lutter contre l'infertilité des couples et donc liées à un problème de santé médicalement diagnostiqué, affectant les capacités reproductives d'un des membres du couple. Il s'agissait donc nécessairement de couples mixtes. Désigner ces couples comme hétérosexuels vise en fait à les opposer aux couples homosexuels, à présenter la PMA comme un privilège accordé aux hétérosexuels et à éliminer tout critère médical dans l'accès à la PMA en considérant que les couples homosexuels sont victimes d'une discrimination. M. Jean-Louis Touraine, lui-même rapporteur de la mission parlementaire sur la révision de la loi bioéthique, affirme qu'il s'agit désormais, je cite, de mettre fin à une discrimination à l'égard des couples homosexuels. La discrimination est un motif très puissant et très efficace puisqu'elle signifie une atteinte au principe d'égalité. Mais cette référence n'est pas pertinente. Le Conseil constitutionnel a admis, comme vous le savez, que au regard de la procréation, les couples formés d'un homme et d'une femme ne sont pas dans la même situation que ceux qui sont formés de deux personnes de même sexe et qu'une différence de traitement à cet égard ne porte pas atteinte au principe d'égalité. De même, le Conseil d'État a estimé que le fait de réserver l'AMP à des couples de personnes de sexes différents, leur sexualité, on s'en fiche complètement, souffrant d'une infertilité, n'était pas contraire au principe d'égalité. En réalité, la loi sur la PMA dépend, on le sait, d'une volonté politique qui est celle de répondre à une demande sociétale. Elle aboutirait donc à soustraire la PMA à des critères de santé et consacrerait par là même une sorte de droit à l'enfant, en dépit de toutes les dénégations qu'on a pu entendre. Je ferai trois remarques supplémentaires que je vais essayer de raccourcir, sinon je vais être trop longue, sur l'origine de la demande sociétale. Et ensuite, ce sera mon point A, et ensuite je parlerai de la légitimité de cette loi au regard de l'intérêt de l'enfant. Et enfin, j'évoquerai le bouleversement du droit civil et ses conséquences, en l'occurrence. Alors, bien sûr, le désir d'enfant est naturel, chacun en convient, il est profond, il est émouvant. Et on ne doit évidemment pas mettre en cause l'amour ou les capacités éducatives de ceux qui souhaitent devenir parents, quelle que soit leur orientation sexuelle. Néanmoins, la demande sociétale d'enfants adressée au système de santé, enfants conçus avec l'aide de tiers donneurs de gamètes, voire, j'y reviendrai, d'une mère porteuse, est récente et n'a rien d'évident. Et il faudrait, je ne le ferai que brièvement, mettre en évidence les conditions d'émergence de cette demande sociétale qui ne va nullement de soi. On pourrait citer
Premièrement, une interprétation de plus en plus radicalement individualiste des droits de l'homme qui conduit à l'inflation de la revendication de droits subjectifs sans limite et sans autre limite en tout cas que celle des désirs individuels. Deuxième condition d'émergence, une idéologie ultralibérale qui pousse à l'extension, elle aussi, sans limite, d'une société de marché, ce que Suppiot a appelé le marché total, et qui conduit à attribuer au corps humain et à ses parties une valeur d'échange, c'est-à-dire un prix. C'est une idéologie qui pousse à la production de marchandises, y compris dans le domaine de la procréation. Tel est le contexte qu'il faut considérer pour comprendre, au fond, que le désir d'enfant se traduise par une demande d'enfant. La question est néanmoins de savoir si notre système de santé et d'assurance maladie est capable de fournir gratuitement les mêmes prestations que ces entreprises internationales qui répondent à la demande d'enfants, mais qui la suscitent également. On sait par exemple que les dons de sperme sont actuellement insuffisants, alors que dans le cadre médical actuel, 4% seulement des couples mixtes ont besoin de ce don, grâce à l'injection directe des spermatozoïdes dans l'ovule. Si l'IAD pour toutes est adoptée, les médecins prévoient déjà, je cite, une pénurie de sperme, au point que certains suggèrent d'indemniser les donneurs, entre guillemets, ouvrant la voie au marché des gamètes dans notre pays et en contradiction absolue avec le principe de non-marchandisation des éléments du corps humain. Je passe sur un autre élément d'ordre idéologique qui favorise l'émergence de la demande dont nous parlons, c'est évidemment les théories de la déconstruction de la différence sexuelle. Si le sexe, comme dit Judith Butler, n'est rien d'autre qu'une construction sociale, alors le père et la mère sont équivalents et interchangeables. Et on voit bien que la présence de cette théorie est très forte dans les discours qui soutiennent, au fond, le côté superflu du père ou le fait que le père ou la mère, finalement, ça revient exactement au même. Je passe au deuxième point sur l'intérêt de l'enfant par rapport à cette demande. Le 29 mai 2018, dans une tribune publiée par Libération, des députés En Marche déclaraient « L'extension à toutes de la PMA n'enlèvera aucun droit à personne ». Et la ministre de la Santé, Madame Buzyn, déclarait que la PMA pour toutes était une chance pour la société et même un privilège. Devra-t-on également considérer qu'il s'agit d'une chance et d'un privilège pour les enfants? C'est moins sûr. Car la PMA pour une femme seule ou un couple de femmes privera a priori l'enfant de la double filiation paternelle et maternelle accordée normalement à tout enfant en général, sauf exception due aux circonstances de sa naissance. De plus, selon le CIDE, tout enfant a le droit de connaître ses origines et, selon nos lois, il a celui d'effectuer éventuellement une action en recherche de paternité et ce recours sera interdit à l'enfant né d'une PMA pour une femme seule ou un couple de femmes. Il sera impossible. Alors bien sûr, il existe beaucoup de familles monoparentales, situation qui est loin d'être toujours facile, mais enfin, elle dépend uniquement de la responsabilité des auteurs de l'enfant, et d'ailleurs en général de la défaillance du géniteur. Alors on peut se demander s'il appartient à la loi elle-même d'instaurer des modes de procréation artificielle et d'établir des filiations unilatérales, exclusivement maternelles, qui priveront l'enfant de toute filiation paternelle possible. Ce n'est pas le cas, notez-le bien, des enfants qui sont nés d'un don de sperme dans le cadre d'une procréation assistée pour un couple infertile. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de deux mères, on peut donc craindre que celui-ci ne se sente un jour exclu des règles communes et ancestrales de la parenté, avec ses deux lignées maternelle et paternelle. Il pourrait se sentir victime d'un préjudice et même d'une inégalité de conditions délibérément instituée. Sur ce point, la levée de l'anonymat des dons de gamètes est-il de nature à supprimer ou atténuer l'inégalité entre les enfants résultant de la création de ces nouveaux régimes de filiation?
Le malaise éprouvé par un certain nombre d'enfants nés d'un don de sperme anonyme a changé la vision du don de gamètes, puisqu'avant on disait que le don était fait au couple infertile, et on parle maintenant de l'enfant et de son donneur, c'est-à-dire que finalement le don apparaît comme un don à l'enfant, don de vie à l'enfant et non plus aux futurs parents. Cela est lié bien entendu aussi au malaise exprimé assez souvent des enfants nés d'un don, même dans des couples infertiles mixtes, par rapport à la recherche de leur identité. En France, ce don interdit par principe l'établissement de relations institutionnelles entre l'enfant et le donneur. Or, on entend aujourd'hui que les femmes qui, sans souffrir d'infertilité, soulignent qu'elles excluent que le donneur puisse s'immiscer de quelque façon dans leur vie privée. On soutient même l'idée que le père n'est pas nécessaire et qu'il est finalement proprement superflu. Mais en même temps, face à la demande de l'enfant, on se trouve obligé de redéfinir le rôle du géniteur donneur ou du donneur géniteur. Pour ce faire, on bricole, si j'ose dire, des solutions assez approximatives entre la possibilité pour l'enfant d'accéder à sa majorité à des informations non identifiantes sur son donneur, mais alors si elles sont non identifiantes, en quoi ça concerne vraiment l'identité, on peut se demander, et puis celle de connaître un jour le nom et l'identité complète de son géniteur, voire de communiquer avec lui via une plateforme en ligne, par exemple. Au fond, j'ai l'impression qu'on cherche à réparer un préjudice que peut-être il aurait été plus simple de ne pas créer. Je ne sais pas, et je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas s'il existe de bonnes solutions en l'espèce. Pour répondre au malaise des enfants, on peut penser que le donneur de gamètes pourrait être invité à laisser à l'enfant une lettre, parce que ça fait sens, dans laquelle, ou même d'une femme s'il s'agit d'un don d'ovocytes, dans laquelle, mais ce n'est pas notre sujet, dans laquelle le donneur exprimerait le sens de son geste et où figureraient effectivement certains éléments de sa personnalité, de son histoire et de sa santé. Cette démarche permettrait en effet de personnaliser l'origine de l'enfant, son origine charnelle, biologique, sans la confondre avec la parenté. J'ajouterais néanmoins que la parenté bilatérale et bisexuée institue normalement à l'enfant, ou traditionnellement, à l'enfant, fille ou garçon, institue l'enfant comme fille ou garçon, parce qu'elle lui signifie sa propre incomplétude, sa limite et sa finitude. En effet, nul n'incarne l'humain à lui tout seul, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas être en même temps père et mère. C'est pourquoi l'effacement institutionnel et symbolique de l'altérité sexuelle dans la filiation risque de compromettre la construction intellectuelle, mentale, psychologique de la différence entre le même et l'autre, et donc l'identité personnelle, parce que l'altérité est la condition même de l'identité et du même. Il n'y a pas d'identité sans altérité. Mais il est vrai, je l'évoquais tout à l'heure, que ce genre de considération ne trouble pas ceux qui théorisent la neutralisation de la différence homme-femme et qui ne voient aucun inconvénient finalement à ce que l'enfant ne se situe pas d'un côté ou de l'autre de la différence sexuelle. Alors je voudrais, dans mon troisième grand point, évoquer maintenant ce qui s'apparente quand même à une révolution dans le droit civil. Avec l'institution du lien de parenté doublement féminin, c'est la structure même de la parenté qui sera en réalité bouleversée. Comme l'avait annoncé la garde des Sceaux, il s'agit bien d'une véritable révolution, puisqu'il s'agit de construire une filiation maternelle dite d'intention, détachée de toute référence aux conditions naturelles ou artificielles de la procréation. Je relis l'article qui concerne les conditions de la filiation pour un couple de femmes. Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, dans les conditions, etc. Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir parents
de l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. Je souligne donc volonté de devenir parent. Article suivant, la filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche et de l'autre femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. Les conséquences de cette formulation me paraissent tout à fait considérables. D'une part, parce que l'établissement de la filiation d'un enfant à l'égard de deux femmes déclarées mères à égalité rompt, je l'ai dit, avec la structure bilatérale masculine et féminine de la filiation en général. Le projet parental de deux femmes abandonne la structure des relations biologiques géniteur-génitrice qui, selon Lévi-Strauss, est le modèle sur lequel sont construites les relations de parenté. Autrement dit, la double lignée maternelle-paternelle. L'analogie de structure entre procréation et filiation disparaît au profit d'une filiation, en l'occurrence, qu'il faut bien dire, invraisemblable, et qui n'est possible actuellement que par l'adoption. D'autre part, l'accouchement, dans le cas que nous venons de voir, donc, cesse de valoir comme un fondement de la filiation maternelle, puisque l'une des deux femmes du couple, celle qui n'a pas accouché, est désignée comme la mère au même titre que celle qui a porté l'enfant et l'a mis au monde. Alors, pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'une fois reconnu dans notre droit le principe de la double parenté intentionnelle, c'est-à-dire volontaire, on pourra l'invoquer aussi pour l'appliquer aux couples qui auront eu recours, par exemple, à une mère porteuse à l'étranger, qu'il s'agisse d'un couple mixte ou d'un couple d'hommes, par exemple. Alors, ça me paraît très grave parce qu'on sait par ailleurs que la GPA est bel et bien une possibilité souhaitable pour ceux qui admettent le principe d'une GPA éthique, entre guillemets, et qui, comme Jean-Louis Touraine, annonce tranquillement qu'on y viendra dans quelques années. Je pense que la loi sur la PMA permettra et aidera à y arriver. En effet, tout cela est cohérent parce que l'établissement de la parenté sur la volonté de devenir parent est directement inspiré par le modèle de la parenté intentionnelle telle que l'a admise ou telle que l'admet la Cour de justice californienne. Les intended parents, les parents intentionnels, désignent en effet les clients d'une mère de substitution, et ça a été construit à partir des conflits judiciaires entre les parents d'intention et une mère porteuse. Donc, et les clients ou les commanditaires de l'enfant via une surrogate mother, c'est-à-dire du couple qui figurera sur l'acte d'état civil comme les parents légaux de l'enfant. L'enfant, dit la Cour américaine, et c'est très remarquable, est considéré comme appartenant à ceux qui l'ont conçu, ceux qui en ont fait le projet parental, belonging to. Et c'est la décision 93 Johnson versus Calvert. L'avocate Caroline Mécari déclare d'ailleurs sans sourciller que si la mère porteuse ne figure pas sur l'état civil de l'enfant, elle n'existe pas en droit. Je croyais, il y a encore peu de temps, que la PMA pour toutes ne constituerait pas un premier pas vers la GPA. Je pense que c'est aujourd'hui illusoire, vu justement le discours de ceux qui soutiennent le projet et qui ont contribué à l'élaborer. Les promoteurs de la PMA pour toutes aujourd'hui, je cite, et je vous ai apporté quelques documents que je vous laisserai, ils sont là, considèrent que la GPA, je les cite, fait partie des techniques de procréation assistée, PMA. Technique rendue possible par les progrès de la médecine. C'est tout à fait précisé dans le programme d'un colloque qui a eu lieu en février 2018. La lecture de ce programme, auquel participaient les personnes que je viens de citer, la lecture de ce programme est très instructive, déjà parce qu'elle montre que le mot technique de procréation assistée recouvre plusieurs méthodes de procréation et fait complètement l'impasse sur le fait que certaines de ces méthodes utilisent le corps d'autrui, que ce soit à travers le don ou le marché. Et j'ai remarqué que de manière très générale, dans tous les textes que nous lisons
à ce propos. On remplace la notion de méthode qui implique également une pratique sociale, celle du don de gamètes ou recours à une mère de substitution, et on habille tout cela de la notion de technique, et même de technique médicale. Donc on fait complètement abstraction de l'usage des tierces personnes, ce que j'appelle parfois le tiers corps, nécessaire aux procréations assistées. Sans surprise, les mêmes auteurs dans le programme se plaignent du regard moral porté sur la GPA et sur les problèmes juridiques que rencontrent à leur retour en France les couples qui ont eu recours à une mère porteuse à l'étranger. La transcription automatique des états civils des enfants nés dans ces conditions est, tout le monde le sait, le cheval de Troie des partisans de la GPA en France. Comment en effet maintenir dans notre pays un dispositif d'interdiction alors que ceux qui ont contourné la loi seront reconnus comme parents légaux en rentrant dans notre pays, comme si rien ne s'était passé? Et donc, la construction de la parenté intentionnelle sera directement utilisable pour progresser vers la GPA. Je n'insiste pas sur le fait que cette pratique de la GPA s'apparente à une forme inédite de servitude et même de réduction en esclavage, puisque d'après la Société des Nations en 1926 et le Code pénal en France, la réduction en esclavage définit le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Donc, louer un corps, acheter les droits familiaux, acheter une filiation maternelle, tout ça relève finalement, et acheter l'enfant, tout ça relève d'une forme d'appropriation de la personne humaine. C'est pourquoi parler de GPA éthique, comme le font les tenants de cette pratique, est un véritable scandale. Mais je conclurai, pour laisser place au dialogue, en disant que la prétendue bioéthique et les lois prétendument bioéthiques ne montrent pas que, ne sont pas la preuve qu'on se soucie réellement d'éthique. Parce que ceux qui sont veillés à ce que l'éthique soit respectée, comme par exemple le Comité consultatif national d'éthique, affichent eux-mêmes un relativisme désabusé à l'égard de l'éthique comme de la morale. À chacun son éthique, a déclaré le président du CCNE. Alors, peut-être vient-il aux parlementaires eux-mêmes de rappeler, c'est ce que j'espère, que l'éthique est un terme d'origine grecque que Cicéron a traduit par le mot moral. En philosophie, c'est la recherche d'une sagesse pratique. Ça vient d'Aristote. Mais cette recherche exprime une exigence qui n'est pas seulement le souci de soi, qui n'est pas seulement le souci d'autrui, tel que je conçois ce souci d'autrui. Elle est avant tout, et c'est ce que soulignait Aristote, qui a été repris par Paul Ricoeur, c'est le souci avant tout des institutions justes. Et là, je suis toujours Aristote, comme les hommes en particulier, les particuliers, vous et moi, chaque sujet, chaque individu, ont tendance à suivre leurs intérêts particuliers bien plus que le bien commun et les institutions justes, eh bien, la recherche éthique est avant tout nécessaire aux législateurs. C'est ce que disait Aristote. Je m'arrêterai sur ce point. Merci beaucoup pour cet exposé qui forcément lance nos travaux de la délégation sur le projet de loi bioéthique qui arrivera au Sénat plutôt en début d'année prochaine. Donc vous l'aurez compris, chers collègues, Madame Agacinski n'est pas favorable à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, puisque les arguments ont été développés à la fois sur l'éthique et sur la sagesse. Donc si je reprends vos derniers propos, vous en faites appel à la sagesse du Sénat. En général, nous sommes réputés pour être sages. Je ne sais pas si la sagesse interviendra sur ce projet de loi bioéthique, puisque, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, la position sur ce projet de loi bioéthique
sera véritablement une position très personnelle et qu'il n'y aura pas de position, évidemment, de la délégation aux droits des femmes. Vous avez fait référence à cette demande sociétale qui est forte, bien entendu, au droit à l'enfant qui passe peut-être avant le droit des enfants, c'est souvent les arguments qu'on a pu entendre aussi, et sur la filiation, la construction de cette filiation qui est une filiation intentionnelle et qui change complètement l'échiquier enfin, si je peux me permettre ce terme, de la filiation telle qu'on l'a connue jusqu'alors. Vous avez quand même, dans vos propos, mis en garde les collègues qui sont présents et les sénateurs et sénatrices par rapport à cette PMA qui serait désormais autorisée à la fois aux couples de femmes et aux femmes seules par rapport à ce risque de marchandisation du corps et également ce risque d'esclavage du corps. Et donc, selon vos propos, finalement, l'ouverture de cette PMA serait l'ouverture inéluctable dans un second temps à la GPA, même si beaucoup de parlementaires qui défendent aujourd'hui la PMA pour les femmes en couple et les femmes seules se gardent bien d'être pro-GPA. Mais c'est un risque et vous l'avez développé dans votre propos, donc je vous remercie. Je vais demander aux collègues s'ils souhaitent intervenir après cet exposé assez philosophique sur l'affiliation, sur la société et sur les enjeux de cette loi bioéthique. Alors, il y a notre collègue Victoire Jasmin, qui est sénatrice de Guadeloupe, qui souhaite intervenir. Je lui cède immédiatement la parole. Merci Madame la Présidente. Merci Madame pour votre éclairage et votre point de vue concernant ces problématiques sur lesquelles nous allons pouvoir bientôt travailler dans le cadre de la proposition de loi qui nous est proposée. Oui, alors je respecte votre point de vue, mais je crois que la médecine a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les mentalités aussi, et nous sommes justement en tant que partenaires confrontés justement d'une part à des problématiques qui sont réelles par rapport à des personnes qui ont un désir d'enfant et qui ne sont pas forcément en capacité pour diverses raisons. Hein. Donc il y a des personnes qui sont confrontées à cette situation parce qu'elles sont contraintes du fait de leur pathologie, parce qu'il existe aussi des situations pathologiques qui font que les personnes ne sont pas en capacité de devenir des parents. Il y a des personnes qui ont fait le choix de vivre, de constituer un couple, quel qu'il soit. Hein. Il y a plusieurs modalités aujourd'hui, et là, je tiens à respecter. Et je crois qu'on doit évoluer, parce que nous sommes ici en train de discuter, alors que dans le monde, il y a bien des endroits où il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà recours à ces différentes techniques, comme vous le dites, même si dans la façon d'appréhender et au niveau de la sémantique, vous regrettez qu'il y ait, dans le mot technique, qu'il n'y ait pas forcément le près du corps, entre guillemets, comme vous l'avez dit. Je crois que nous devons évoluer, nous devons tenir compte de l'évolution de la société et que maintenant que partout dans d'autres pays, il y a déjà une façon de légiférer, mais des pratiques même, et beaucoup de Français ont recours à ces pratiques, à ces techniques ailleurs qu'ici en France. La deuxième chose, vous avez évoqué la défaillance des géniteurs. Donc, dans une partie de votre intervention, concernant les hommes qui n'assumeraient probablement pas leur paternité, voulue ou quelquefois méconnue, mais il y a également des femmes qui mettent au monde des enfants sous X. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir et je crois que nous devons ensemble tout mettre en œuvre pour, d'une part, satisfaire les besoins de toutes les personnes qui auraient probablement recours à ces techniques parce qu'elles en auraient besoin, mais aussi, effectivement, je suis d'accord pour que nous puissions également légiférer pour la filiation, pour que les choses soient toutefois beaucoup plus claires que dans l'opacité actuelle, parce qu'il y a effectivement besoin de légiférer pour que l'enfant qui naîtrait ne serait pas victime, en quelque sorte, des choix que nous ferions ou que nous ne ferions pas.
Merci. Merci, chers collègues. Alors, comme vous le voyez, Madame Agacinski, je pense que tous les avis se retrouveront différents dans la délégation. Notre collègue Victoire Jasmin motive son argumentaire par rapport à cette demande sociétale, par rapport à ce qu'il existe dans d'autres pays étrangers et par rapport à ce droit à l'enfant, cette volonté d'avoir des enfants. Donc, je vous laisse répondre à cette première intervention de Victoire Jasmin. Merci, Victoire. Madame. Micro, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Merci, Madame. Mais vous dites il faut évoluer. Pourquoi il faut évoluer? Est-ce que c'est toujours bon d'évoluer? Pour ma part, j'ai tendance à me méfier d'une forme de progressisme inconditionnel. C'est vrai que tout progrès d'un côté provoque souvent des dégâts de l'autre. Victor Hugo disait le progrès, c'est une roue à double engrenage qui fait marcher quelque chose en écrasant quelqu'un. Là, il ne s'agit pas de quelque chose, bien entendu. Le progrès, les progrès, y compris les progrès des sciences et des techniques, l'histoire nous en donne 1000 exemples, sont très souvent porteurs de grands malheurs. Donc, il y a des tas de domaines dans lesquels progresser scientifiquement et techniquement revient parfois à régresser sur le plan social. Vous voyez, par exemple, dans l'époque du travail à la chaîne, le remplacement des machines, le remplacement des hommes par les machines, etc. La notion de progrès n'est plus aujourd'hui quelque chose qu'on puisse prendre de manière simple. Les progrès de la médecine sont sans doute ce qui illustre le mieux, finalement, la valeur des progrès techniques et scientifiques. C'est certain. Mais nous ne sommes pas ici, dans le domaine de la procréation, dans le cas du soin, dans le cas de la santé. Alors, certes, on peut parler aussi du bien-être, du bonheur, etc. Bon, reste à savoir le bonheur de qui, à quel prix, avec quel effet. Donc, je peux difficilement partager l'idée d'un progressisme en quelque sorte automatique ou inévitable. Et je crois plutôt que l'évolution de la société dont vous parlez à juste titre est une évolution, je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure ce premier point, mais qui est tributaire en fait de mon point de vue, d'une autre évolution, qui est le mouvement, alors comment dire ça, le mouvement du règne, en quelque sorte, non seulement des technosciences, mais de la productivité dans tous les domaines. Et pour moi, ça se rattache tout simplement à l'ultralibéralisme, au capitalisme sans limite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on a développé tellement les techniques de procréation, je ne dis pas assistée dans le reste du monde, mais de procréation, les biotechnologies de la procréation, c'est pour alimenter un immense marché, qui est le marché de la procréation, dans lequel tout s'achète et se vend, toutes les cellules, les organes, les ventres maternels, etc. Je n'ai pas le temps de donner ici tous les exemples, mais tout le monde les connaît. Ce qui conduit en quelque sorte à cette évolution sociale que nous constatons, c'est le fait qu'aujourd'hui, un philosophe disait, aujourd'hui être, ça veut dire être produit ou reproduit. Nous sommes à l'ère de la reproductibilité de toute chose, non seulement en raison des développements des techniques, mais en raison du besoin des marchés, pour que les marchés progressent, s'étendent, trouvent toujours de nouveaux clients. Il faut produire toujours de nouveaux produits. Et parmi ces produits, entre guillemets, passez-moi l'expression, eh bien, il y a les enfants. Et c'est à cause de ce développement d'un capitaliste assis aussi sur un ultralibéralisme et individualisme qui fait que tout à coup, l'enfant devient un produit qu'on peut commander. C'est ça qui explique d'une certaine manière le développement de cette fameuse demande, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ne souffrent pas, bien entendu, d'infertilité d'origine pathologique. C'est parce que l'enfant nous est présenté partout dans le monde, parce qu'il est accessible
par des moyens financiers à côté de chez nous ou beaucoup plus loin, qu'on dit mais pourquoi pas nous, si vous voulez. Et c'est là qu'une analyse du monde contemporain tel qu'il est éclairante pour relativiser un petit peu l'idée que le désir d'enfant, tout à coup, de lui-même, à lui tout seul, se développerait en quelque sorte. Et donc, la question des intérêts de l'enfant doit continuer de nous occuper, même si on n'est pas censé s'aligner, au fond, sur le droit international. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Enfin, le droit international, le droit d'autres pays. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire peu à peu, sous la pression de la CEDH, certes, mais c'est ce qui a fait que, enfin, c'est ce que j'explique dans mon dernier écrit, que la Cour de cassation, au départ, a été tout à fait impeccable, notamment sur la question de la maternité de substitution, et puis elle a cédé depuis 2013, mais sans arrêt, pour finalement se plier au droit californien et dire, bon, bah, si un homme a apporté son sperme, évidemment, il est père, même s'il a utilisé une mère porteuse, etc. Je ferme cette parenthèse. Je n'ai pas voulu dire tout à l'heure que la PMA pour toutes conduirait inéluctablement, peut-être, à la GPA. Ce que j'ai voulu dire et que je n'avais pas remarqué tout de suite, c'est que le dispositif selon lequel on va établir la filiation d'un enfant à l'égard de deux femmes permettra, contribuera, pourra aider à aller vers une légalisation de la GPA, d'abord à l'étranger, puis dans notre pays. D'où elle vient, cette loi? Pour la première fois, et c'est grâce à vous, au niveau du Sénat, vous venez de le rappeler, qu'il y a une dimension, je dirais, citoyenne et de démocratie sanitaire qui a été nettement plus importante cette fois-ci que d'habitude. Et vous aviez confié cette tâche au Comité consultatif national d'éthique. C'est donc une tâche nouvelle pour lui qu'il a eue en 2018. Je vous l'ai dit lors, je crois, d'une audition, mais je vous le répète, j'ai été amené dans ma vie professionnelle de médecin à avoir des tâches importantes, hein, la lutte contre le sida, contre Ebola. Et je dis que c'est la tâche la plus difficile qu'on m'ait jamais confiée. Et que animer la démocratie sanitaire et la discussion autour des sujets de bioéthique reste quelque chose qu'il faut regarder avec humilité, parce que c'est difficile. Le deuxième élément, c'est dans quel contexte, finalement, au niveau français, on est probablement dans un choix de société relativement important, qui est, et d'ailleurs nous avions nommé l'interrogation qu'il y avait dans les États généraux de la bioéthique, quel monde voulons-nous pour demain? Et dans un choix qui est difficile, qui oscille entre le choix individuel et une vision individuelle, et une vision plus collective. Et on sent bien que, voilà, il y a eu des changements chez nos citoyens, et qu'il y a des visions différentes en ce qui concerne la bioéthique, mais aussi les choix de santé, que par exemple aux États-Unis actuellement, le choix individuel est un choix dominant. Qu'on est à l'autre extrémité du monde, en Asie, avec des choix qui sont des choix d'État. Et qu'on est probablement en Europe, et en France en particulier, où il y a une culture de la réflexion de bioéthique, avec, d'une part, et on l'a retrouvé lors des États généraux, une certaine vision de la bioéthique à la française avec des valeurs partagées, un socle de valeurs partagées, sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Et puis, voilà, cette oscillation entre vision individuelle et vision plus collective, en sachant que la construction collective n'est pas seulement faite d'apports individuels, mais qu'il y a quelque chose qui se construit de façon plus vaste. Alors, on dit que la France et que le Français est en train de devenir de plus en plus égoïste et pense à lui d'abord, et donc sur certains sujets avec une série de choix individuels. Moi, j'en suis pas totalement persuadé après les États généraux de la bioéthique, et je pense que si on a le courage de se regarder chacun d'entre nous en face, on a tous fait à certains moments dans notre vie des choix individuels, et puis aussi on a tous eu des visions plus collectives.
Et c'est ce qu'on a entendu lors des États généraux de la bioéthique. Et l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que ensuite, on pourra l'aborder sur les choix autour de la procréation, sur les choix autour d'un certain nombre d'accès à certains tests génomiques ou à d'autres points qui sont discutés dans cette loi. On est bien dans cette oscillation entre une vision individuelle et une vision de construction collective. Et on n'est qu'au début du commencement de cette vision. Et inversement, une vision collective, pour belle, pour généreuse qu'elle soit, ne doit pas, à un instant donné, écraser l'intime et un choix qui touche à l'intime pour un certain nombre de sujets délicats. Donc, voilà, ça vous paraît très banal ce que je suis en train de raconter, mais je voudrais qu'on recite ça et qu'on remette ça, le contexte de cette loi, avant de l'aborder dans un certain nombre de questionnements particuliers, qu'on le remette dans une perspective. Alors, le deuxième élément qui m'apparaît important, et quand je dis qui m'apparaît important, c'est pas Jean-François Delfraissy, c'est le président du CCNE, après à la fois les États généraux de la bioéthique, la réflexion qu'on a pu avoir lieu au CCNE, et puis la réflexion très globale qu'il y a eu dans ce pays autour de la construction de cette loi. Il y a eu du temps passé. Et on a tenté finalement d'aborder des questions difficiles ou qui sont conflictuelles avec la société civile. Vous le savez, on a utilisé différents moyens pour le faire. Aucun de ces moyens n'est parfait. On l'a fait rapidement parce qu'il fallait le faire. On avait un contexte de délai relativement rapide, qui ensuite d'ailleurs s'est prolongé en raison des événements sociétaux dans notre pays, qui fait que la loi n'arrive que maintenant. Mais on a pris le temps de le faire. Si on regarde entre ce qui a été réalisé par le CCNE, ce qui a été réalisé par les différentes commissions, le Conseil d'État, l'OPEX, les commissions parlementaires à la fois au niveau de l'Assemblée nationale et maintenant vous au niveau du Sénat, il y aura eu entre 500 et 600 auditions. Si on met 1 heure ou 2 heures par audition, ça veut dire qu'indépendamment du débat parlementaire, il y a plus de 1000 ou de 1200 heures qui ont été consacrées à une réflexion sur la bioéthique. Moi, je dis c'est bien. Je dis c'est bien. Et en France, on a toujours tendance à se tirer une balle dans le pied en disant « Regardez, qu'est-ce que c'est que notre démocratie, etc. » Enfin, je vois, parce que c'est ma vie actuelle, d'aller raconter ce qui a été réalisé en France, alors même que tout n'est pas terminé, puisque la loi n'est pas encore votée au niveau étranger. Et je vois comme un certain nombre de grands pays étrangers nous regardent avec intérêt, s'interrogent. Est-ce qu'ils vont monter des États généraux de la bioéthique? Est-ce qu'ils vont monter des États généraux sur certaines questions difficiles autour de la génomique ou de la recherche sur l'embryon? Les Japonais, par exemple, j'étais au Japon il y a 3 semaines, vont monter probablement quelque chose, une réflexion sur ces 2 sujets, avec aussi une participation citoyenne. Donc c'est le 3e élément. Avant qu'on rentre plus dans le détail de la loi, parce que je sais bien que ce n'est pas ça que vous attendez de moi, mais je le dis quand même, c'est que sur ces sujets difficiles, on pourrait s'interroger finalement sur la place respective à la fois du législateur que vous représentez, des experts, des sachants, médecins, scientifiques, autres, éthiciens ou philosophes, et puis du citoyen de base, avec la complexité qu'il y a à toucher le citoyen de base sur ces sujets complexes. Et moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est justement d'arriver à construire quelque chose avec ce triangle. C'est vous, et on est dans une démocratie, c'est vous qui allez voter et c'est vous qui allez décider, mais il y aura eu tout un débat avant qui va tenter et qu'on va poursuivre ensuite après la loi de bioéthique, puisque la réflexion bioéthique ne s'arrêtera pas à la loi, qui va tenter de faire, sur des sujets complexes, faire participer nos citoyens. Et alors moi, en tant que médecin, et c'est plus tellement le président du CCNE, ça m'intéresse d'autant plus, mais ça vous intéresse tous, je pense, parce qu'on est là dans un état d'éléments de discussion, de début, de construction de démocratie sanitaire. Et vous le savez, on y reviendra peut-être sur ce qui manque d'ailleurs dans cette loi de bioéthique, on est avec des enjeux majeurs qui sont devant nous, indépendamment des enjeux de bioéthique, des enjeux de santé, de choix de santé, et ces constructions qui doivent se faire
pourrait s'appuyer, je dirais, d'une certaine façon, à discuter sur ce triangle où chacun a sa place, mais où il y a une construction commune qui se fait, et la santé se prête bien à ce type de discussion. Voilà. Alors, excusez-moi d'avoir été un peu long, et puis maintenant on peut aborder le problème de la loi. Alors, vous m'avez très gentiment fait passer une série de questions jeudi soir, une quarantaine, sur lesquelles vous vouliez que je réponde. Alors, j'avais bien compris évidemment le clin d'œil, et nous vous répondrons dans la date que vous nous avez proposée, qui est le 20 novembre. Néanmoins, je peux peut-être reprendre quelques points. Premièrement, je pense que le CCNE et son président se retrouvent dans cette loi et que globalement, on estime que c'est une loi que nous avions appelée à être de confiance et d'ouverture, et on se retrouve globalement dans cette loi. J'en vois un bon exemple qui est d'abord que pour une loi de bioéthique, et je trouve ça très bien, il y a des sous-titres. Il y a des sous-titres explicatifs, entre guillemets, qui permettent d'aborder un certain nombre de points qui sont importants, qui ne sont pas seulement l'article 2, 3, petit a, etc., auxquels nos concitoyens, et moi le premier, en général, on ne comprend pas grand-chose quand on n'est pas spécialiste. Là, il y a un certain nombre de sous-titres qui permettent d'aborder ça. Bon, le deuxième, c'est que dans une société qui change, où toute la science n'est pas forcément source de progrès, la science n'est pas forcément source de progrès. Elle a été source de progrès. Parfois, j'entends dire que la science n'est plus source de progrès. Si, elle l'est toujours. Mais, à certains moments, elle ne l'est pas non plus. En tout cas, il y a des choix bioéthiques qui se posent. Et puis, d'autre part, on a tous autour de nous une société qui change, que vous voyez mieux que moi encore, vous les politiques, autour de vous, et avec des fondements de cette société qui sont en train d'évoluer. Et comment on trouve cet équilibre difficile à ne pas accepter l'ensemble de la science, à ne pas accepter l'ensemble des desiderata d'une société, et qu'on arrive à trouver cet équilibre complexe. Bien, je trouve que cette loi se situe sur une ligne de crête qui peut s'y prêter. Quelques points néanmoins sur lesquels je pense que cette loi pourrait encore être améliorée. Le premier concerne, on reviendra si vous voulez à la fin sur la procréation, parce que je sais qu'on n'évitera pas cette discussion, mais si on pouvait d'abord parler d'autre chose, hein, parce qu'il y a d'autres enjeux aussi que l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes. Bien que je ne nie pas l'importance de cette décision et ce que ça veut dire sur la notion de filiation. Alors, sur la génomique, je pense qu'il s'agit d'une loi qui a une réflexion inachevée. En effet, vous le savez, on a la possibilité maintenant d'avoir de nouveaux tests de séquençage du génome à haut débit. Le séquençage du génome date d'il y a une quinzaine d'années, c'était 400 personnes, 18 mois de travail. Et maintenant, si je vous prends un bout de salive et que je pars à l'Institut Imagine à Necker-Enfants Malades, vous avez votre séquençage du génome à haut débit demain en milieu d'après-midi, 24 heures. 300 €. Et on sera probablement à moins de 50 € dans un an. C'est-à-dire que là, l'innovation technologique, qui n'est plus de l'innovation scientifique, mais les coûts font qu'on rentre dans une génomique du quotidien, possible du quotidien. Bon. La loi interdit actuellement, dans la forme actuelle, l'utilisation des tests génomiques à visée récréative ou à visée recherche des origines. Et vous le savez, pourtant, au cours des 12 derniers mois, il y avait des publicités sur BFM Télé. C'est-à-dire qu'on a une loi qui interdit, mais qui est incapable d'interdire des publicités sur ce qu'elle interdit. Alors, le CCNE avait proposé, sur l'utilisation des tests génomiques en population générale, soit de fermer les yeux, et puis encore on interdit, et c'est finalement ce qui a été retenu par notre ministre de la Recherche et notre ministre de la Santé, au nom d'une crainte d'une certaine forme d'eugénisme, à pouvoir utiliser finalement un certain nombre d'informations qui auraient pu être issues de la connaissance de mutations existant au niveau de certains de nos gènes, alors même qu'il n'y avait pas de pathologie. Je parle là de recherche de l'utilisation de la génomique en population générale ou en tests préconceptionnels. Donc, dans sa forme actuelle,
la loi interdit, et on le regrette au niveau du CCNE. Pourquoi ? Nous avions préconisé de rester dans un modèle à la française, c'est-à-dire dans un modèle de conseil médicalisé, et de permettre aux personnes qui le souhaitaient, uniquement celles qui le souhaitaient, d'avoir accès à un conseil génétique, de pouvoir discuter, se rendre compte d'ailleurs que dans la majorité des cas, elles n'auraient pas fait le test, et puis pour certaines d'entre elles qui souhaitaient le faire, d'avoir un certain nombre d'informations. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça permet de pouvoir dépister un certain nombre de mutations lourdes, associées de façon très significative à des pathologies qui peuvent être létales. Et deuxièmement, ça permet d'exercer également, pour un certain nombre dit de mutations non classiques, eh bien d'avoir un dépistage et une surveillance avec une particulière attention sans attendre un événement clinique donné. Donc, la préconisation du CCNE qui persiste est de dire, sur l'utilisation des tests génomiques, ouvrons-les possiblement en préconceptionnel à la population qui le souhaiterait et laissons-le dans un contexte médicalisé et de conseil génétique à la française. Le risque, en effet, en interdisant strictement l'utilisation de ces tests telle qu'elle est actuellement, eh bien, c'est que ces tests continuent à être utilisés. Et au fur et à mesure qu'on va voir une baisse du coût de ces tests, les gens les utiliseront. Alors, ils ne pourront pas, soi-disant, les utiliser parce qu'il y aura fraude, entre guillemets, mais on le voit bien, et on voit bien que l'utilisation sur Internet est quelque chose qui est très difficile à réguler, entre guillemets, et il y aura donc une utilisation, je dirais, un peu à la sauvage, c'est-à-dire sans conseil médical associé. Donc, une étape aurait été d'accompagner, d'ouvrir, d'avoir une ouverture prudente et d'ouvrir ce type de test. Deuxième élément, je trouve que la loi, dans sa forme actuelle, clarifie ce qui est la différence entre recherche sur embryon et recherche sur cellules souches. C'est un sujet difficile, dès qu'on parle de recherche sur l'embryon. Moi-même, il m'a fallu du temps pour finalement, après discussion avec les chercheurs qui travaillent sur l'embryon, mieux comprendre finalement pourquoi il fallait en 2019-2020 de la recherche sur l'embryon. À quoi ça servait? Alors, vous le savez, les taux de réussite sur la fécondation in vitro sont relativement faibles. On considère ça tous, y compris pour les professionnels de santé, que c'est une réussite fantastique, et c'est une réussite. Sauf que quand on regarde les chiffres, c'est un taux de succès qui reste très faible. Parmi les embryons qui sont implantables, et qui sont déjà uniquement la moitié de ceux qui ont été créés, il n'y a que 16,5 ou 17% de ces embryons qui va finalement prendre. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'échec qui est considérable, qu'on n'aurait jamais admis, par exemple, pour une AMM, pour un médicament ou pour un vaccin. Un vaccin qui ne couvrirait qu'à 17%, on n'aurait pas pris le risque d'ouvrir un vaccin sur ce type. Donc ça veut dire qu'on a un besoin de comprendre ce qui se passe dans les tout premiers jours de ce qu'est à la fois l'embryon et le contact de l'embryon dans son milieu naturel. Il y a donc là de la question scientifique, de compréhension de mécanismes pour des tests qu'on va utiliser ensuite et qu'on est censé utiliser de façon relativement courante. Donc il y a bien un besoin de compréhension d'une certaine forme d'infertilité qui peut être associée à des questions de recherche sur l'embryon. À l'opposé, les cellules souches peuvent être de deux origines, soit des cellules souches d'origine embryonnaire, soit des cellules souches d'origine adulte, les IPS. On a longtemps cru que les cellules souches d'origine adulte avaient les mêmes qualités de plasticité, de durée de vie, etc., que les cellules souches embryonnaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais somme toute, est-ce que c'est important d'où viennent les cellules souches? Ou est-ce que le plus important, et la loi pose bien la question, de ce qu'on va en faire, plutôt que leur origine? Parce que leur origine, y compris à partir de cellules souches embryonnaires, ça devient des lignées continues qui se promènent d'un laboratoire à un autre, et on a oublié depuis longtemps quelle va être l'origine de cette cellule souche. Or, il n'y avait jusqu'à maintenant aucune régulation sur ce qu'on va faire
des cellules souches. Et c'est la communauté scientifique qui elle-même réclamait qu'il y ait une régulation qui se fasse sur que faire avec les cellules souches. Alors, je m'explique. Avec des cellules souches, elles peuvent se faire différencier, bien je dirais, par exemple, en un cartilage d'épaule, un cartilage de hanche, un cartilage de genou. Et c'est la médecine du futur, c'est la fin de l'orthopédie froide, et un remplacement d'épaule ou de genou se fera par des cellules souches d'ici 10 ans, et on le verra, vous le verrez, d'ailleurs j'espère pour vous, parce qu'un certain nombre d'entre vous aura probablement besoin de ça. Donc on a tous besoin, et moi aussi, hein, je vous le dis, on va avoir besoin de ça, donc on est bien là dans la médecine du futur. Il n'y a pas de question, il faut laisser faire. Et puis de l'autre côté, avec les mêmes cellules souches, on leur dit, toi tu te différencies en spermatozoïde, toi tu te différencies en ovocyte, et on crée un embryon de novo, sans acte sexuel, entre une cellule souche qui s'est dérivée en une gamète mâle ou une gamète femelle, et là, on est vraiment avec un grand point d'interrogation, avec une ligne, enfin en tout cas à mes yeux, et au niveau du CCNE, une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que, et je prends un peu de détails, c'est parce que c'est souvent mal compris, alors qu'on peut finalement arriver à l'expliciter. On a à la fois affaire à la médecine de demain, potentiellement, et puis de l'autre côté, une ligne rouge, c'est-à-dire tout ce qui touche à cet enjeu de procréation à partir de cellules complètement, je dirais, construite de novo à partir de cellules souches, on a un vrai point d'interrogation. Et là, il y a une ligne rouge à mettre, et la loi installe là un phénomène de régulation qui était nécessaire et qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Le troisième élément, peut-être, c'est je regrette aussi, et le CCNE regrette aussi, sur le diagnostic préimplantatoire d'aneuploïdie. Bon. C'est un sujet là aussi complexe, hein, d'essayer finalement avec, parmi les embryons qui ont été créés par FIV, est-ce qu'on est capable de mieux cerner ceux qui vont être viables et ceux qui ne le sont pas, avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Donc on peut le regarder soit au stade très primitif des premiers jours de l'embryon, soit un peu plus tardivement, J8, J9, à partir de... Il n'y a pas de bon test morphologique de ça. Il y a des tests génétiques qui permettent d'aborder la question, et en particulier la recherche d'aneuploïdie avec les modifications chromosomiques. Ce n'est pas un bon test. Ce n'est pas le test définitif. Mais il permet quand même, d'après la communauté scientifique sur le sujet, eh bien, d'avoir une base solide de différenciation. Quand il y a des anomalies importantes au niveau chromosomique, on sait que la chance de prise de cet embryon, elle est très faible. On fait déjà finalement ce type de choix sur le diagnostic de trisomie 21. Donc ce diagnostic, dans une certaine mesure, existe. Cette capacité à le faire existe. La loi ne va pas jusque-là, et finalement ils ont considéré que, voilà, on touchait là aussi à quelque chose de très sensible. C'est vrai. La communauté scientifique et médicale, plutôt des médecins de médecine fétale, n'était pas partagée à cet égard et souhaitait qu'il y ait une possibilité d'installation, parce que derrière, il y a beaucoup de souffrance. Hein, il y a beaucoup de laisser partir un embryon dont on sait qu'il a très peu de chances de survivre, avec une stimulation ovarienne chez la femme, les coûts que ça représente, l'intention, enfin, je dirais l'inquiétude qu'il peut y avoir autour de ça n'est pas négligeable. Bon. Donc on regrette dans une certaine mesure que ce point n'ait pas été finalement, je crois que ça se joue à peu de choses. Vous avez encore la possibilité probablement de le rediscuter. Il faut que vous écoutiez, mais je pense que vous l'avez prévu dans vos auditions, les spécialistes de médecine fétale, et pas que ça soit seulement le président du CCNE qui vous raconte ça, bien sûr, mais qui vous le diront et qui le pensent. Ce sont des gens, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui voient la souffrance des femmes. C'est eux qui voient les personnes. C'est pas la ministre, c'est pas vous. Hein, je suis désolé, c'est pas moi non plus. Hein. Bon. Il faut donc savoir les écouter.
Hein. Et je pense que là, ils ont un vrai point d'interrogation dans leur métier. Il ne faut pas les accuser de vouloir construire de l'eugénisme, etc. Ce n'est pas l'enjeu, là. Ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est comment apporter, d'un point de vue éthique aussi, dans ce choix difficile de savoir peser entre les deux modèles. Bon, 2 derniers points pour finir. On a pu introduire dans cette loi quelques mots sur l'intelligence artificielle et santé. C'était une forte préconisation du CCNE, vous le savez. On l'avait mis dans les états généraux comme un des sujets. On avait mis 2 sujets nouveaux. L'un qui était autour de l'intelligence artificielle et santé, et avec un groupe de travail ad hoc, et l'autre autour de santé et environnement, qui a moins bien marché, disons-le, et qui d'ailleurs apparaît peu dans la loi, sauf dans la préconisation du champ du périmètre du CCNE. Et ce qui m'apparaît important sur l'aspect d'intelligence artificielle et santé, c'est finalement des mots qui sont à la fois simples mais complexes, hein, il serait dans une façon inéthique de ne pas utiliser les nouveaux outils et de l'innovation technologique. De toute façon, elle est là. Mais parce qu'on aurait des pertes de chances qui pourraient se produire. Et de l'autre façon, c'est comment garder dans un modèle, et où la France a encore un rôle majeur à donner en raison de l'importance de nos bases de données, avec les bases de données de la CNAM par exemple, comment faire que l'homme garde la main, et ça pose toute la question finalement autour du consentement et de la notion de consentement, hein, qui est un point important. Enfin, le dernier point, et que cette loi n'aborde absolument pas, c'était probablement un peu précoce. Nous sommes en train de l'aborder au niveau du CCNE, et votre collègue le sait, sur les aspects d'accès à l'innovation. C'est-à-dire, finalement, le coût que représente et les choix éthiques qui existent derrière cela. Moi, je suis en fin de carrière médicale, mais je n'ai jamais connu autant une présence du business et santé. J'ai vu changer le monde autour du business et santé. Et pas seulement là où on l'attend, c'est-à-dire les réseaux de cliniques tenus par des gens qui ne sont plus les professionnels, mais par des fonds d'investissement. Mais là aussi, on ne l'attend pas, c'est-à-dire dans le coût des médicaments et aussi dans le coût des dispositifs non médicaux, qui est considérable. La France a fait le choix jusqu'à maintenant de ne jamais choisir et de considérer que pour soi-même, pour quelqu'un de sa famille, pour un de ses amis, il fallait le meilleur traitement, le meilleur médecin, et quel que soit le prix. Dans un modèle très solide, hein, qui fait notre honneur, de répartition. Mais arrivent sur le marché des médicaments, vous le savez, dans le domaine du cancer, qui n'est pas une petite pathologie, à plus de 500 000 € par an et par patient. Alors vous allez me dire, quelle relation avec la loi de bioéthique? Aucune et beaucoup. Soit on laisse s'installer une période de non-choix, et on dit, de toute façon, il faut avoir accès à la meilleure médecine du monde et aux meilleurs médecins du monde. Donc on privilégie l'innovation. C'est ce qu'on a toujours fait en France, c'est ce que j'ai toujours préconisé de faire. Et puis inversement, en privilégiant l'innovation, dans le même temps, il y a bien une question, si on finance l'accès à ces nouveaux traitements, eh bien on ne financera pas du personnel aux urgences, on ne financera pas du personnel du temps humain dans les EHPAD, du temps humain sur la fin de vie. Il y a de vraies questions, il y a un choix éthique, entre guillemets, qui n'est pas seulement, c'est ça, je voudrais terminer là-dessus, qui n'est pas seulement un choix purement financier. Bien sûr, il faut faire baisser les prix, mais ce n'est pas seulement ça. Il va y avoir un certain nombre de choix dans lesquels un certain nombre de grands pays ont commencé à rentrer, et ce choix ne peut pas être uniquement le choix des médecins,
ne peut pas être uniquement le choix des politiques, il faut qu'il soit aussi le choix des citoyens. Et c'est très compliqué. Hein, et c'est très compliqué. Et là, en tout cas, ce problème des questions éthiques posées par les coûts de santé et par les choix qu'ils obligent à faire dans un sens ou dans un autre ne sont pas du tout abordés dans cette loi. Voilà. C'est la parole au rapporteur, en passant d'abord par Monsieur Hainaut. J'ai bien aimé votre expression sur la notion d'équilibre et ce que vous avez détaillé pour ce qui concerne le génome. Parce qu'effectivement, on a ce sentiment qu'on n'a pas arbitré entre la volonté d'améliorer la vie, de prolonger la vie, puisque ce sont des innovations ou des découvertes incroyables, et puis en même temps la peur de bouleverser la vie, cette forme de peur du vide. Et voilà, je pense qu'on est à la recherche d'arguments pour sans doute mieux cadrer cette question, puisqu'on voit même apparaître quelquefois des peurs de chimères, enfin des tas de choses comme ça. Et je pense qu'on est au cœur d'un sujet qu'il nous faut sans doute approfondir et aborder de manière un peu plus frontale. Et puis, deuxième question, c'est sur cette question d'innovation. Je pense que c'est un débat absolument fondamental et j'ai bien peur qu'on ait déjà en France choisi le chemin, puisqu'on n'a pas abordé la question de trancher dans le tout remboursement, même si quelquefois il y a des remboursements de médicaments ici et là, mais on continue à se dire qu'on peut tout financer. Et là aussi, c'est intéressant d'avoir quelques arguments pour se dire, est-ce qu'on peut aborder ce débat public, de dire au fond, peut-être pas aller jusqu'à ce qui se passe en Angleterre, mais dire, il faut avoir le courage de dire qu'il y a des choses qui sont d'un ordre plus banal qu'on ne remboursera pas, pour rester au top de l'innovation. Sans ça, il y a un risque pour notre pays de décrochage. Merci. Vous répondez de suite ou on passe à une... C'est vous qui décidez, c'est vous le patron, pour l'instant. Non, je vais répondre maintenant, puis Karine répondra peut-être sur d'autres sujets, mais sur ces deux... mais sur l'équilibre, je pense que... Enfin, entre hommes et femmes de bonne volonté, on va partager cette notion d'équilibre. Vous savez, il y a plusieurs définitions de la bioéthique et je reconnais volontiers que il peut y en avoir plusieurs, mais moi j'en ai une simple de médecin finalement, qui est l'équilibre à trouver entre d'une part les avancées scientifiques et d'autre part les modifications de la société. Parce que si on ne tient compte que des avancées scientifiques, qui ne sont pas une fois de plus source de progrès toujours, et si on ne tient pas compte de la capacité qu'a la société à les prendre en compte, à les réclamer, à les utiliser, on est dans un monde virtuel. Et que c'est probablement la première loi de bioéthique qui sort un peu du domaine des sachants, entre guillemets, qui a tenté une certaine forme d'approche vis-à-vis d'une vision sociétale. C'est évidemment pas suffisant. Dans l'enjeu du CCNE, on en parlera peut-être sur l'avenir, nous allons démarrer dès 2020 la poursuite du débat sur un débat plus continu et plus en profondeur, sans attendre même la prochaine loi, même si elle est à 5 ans. Donc poursuivre sur ces sujets complexes. Sur l'accès à l'innovation, écoutez, moi j'ai rien de plus à dire, vous avez compris l'enjeu. On a une réflexion actuelle au niveau du CCNE, qui n'est pas facile. Il y a le modèle anglais, mais bon, il y a d'autres modèles aussi. Il y a le modèle américain. Vous avez un cancer, vous voulez avoir une immunothérapie du cancer à 500 000 €, vous vendez votre maison, c'est un modèle individuel, qui est inacceptable en France.
dans notre société. Et puis, mais à force de faire des non-choix, on peut arriver aussi à des choses aussi drastiques que ça. Et puis, enfin moi je le pense, hein, il y a aussi un frein à donner à l'industrie pharmaceutique en général, qui là est passée d'une industrie qui est nécessaire, qui est importante. Il n'y a pas un appareil d'État qui pourrait avoir un système de distribution tel qu'il est actuellement, donc je le reconnais volontiers tout ça, mais qui atteint des niveaux de budget financier qui sont totalement non acceptables, hein, et éthiquement acceptables. Hein. Mais je vous propose qu'on rediscute de ça, mais je viendrai volontiers en discuter avec vous à l'occasion de l'avis du CCNE sur accès à l'innovation thérapeutique au printemps 2020. Merci. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Lefassi, merci pour votre présentation très claire. On a bien entendu que le CCNE se retrouvait dans ce texte de loi. Dans son avis, justement, le CCNE exposait très clairement que le possible n'est pas toujours souhaitable, mais j'imagine que, puisque le CCNE se retrouve dans ce projet de loi, il n'y a rien de ne pas souhaitable dans ce texte. En tout cas, c'est comme ça que je le traduis. Vous avez évoqué ce qu'il manquait. Je vais revenir sur l'embryon, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Et dans son avis, le CCNE souhaite que le nouvel encadrement législatif afférent, et je cite, à la recherche sur l'embryon, soit précisé, clarifié sur différents points, notamment la création d'embryons transgéniques, la création d'embryons chimériques et la limite temporelle au temps de culture sur l'embryon. Alors, on rentre un petit peu plus dans le détail, dans la technique, puisque vous avez, et je vous remercie de ne pas avoir commencé par l'assistance médicale à la procréation, parce qu'il n'y a pas que ça dans le texte, et c'est intéressant, tous les sujets sur l'embryon et les cellules souches sont passionnantes. Est-ce que le CCNE est satisfait au regard de ce qu'il souhaitait dans son avis, dans ses propositions, de ce qui ressort du texte? Et puis, une question qui peut paraître anecdotique au regard de tout l'intérêt de ce texte de loi et qui concerne la fin du projet de loi sur la gouvernance de la bioéthique. Et est-ce que, une question beaucoup plus générale et beaucoup moins technique, est-ce que vous êtes favorable à l'extension du champ de compétences du CCNE? J'avais prévu que Karine en parle, donc il faudra bien qu'on en parle un peu. La recherche sur l'embryon. Finalement, j'ai envie de vous répondre, mais vous le savez puisque vous faites partie du CCNE, donc vous savez comment ça se construit. Le CCNE n'est pas non plus là pour... enfin, on a beaucoup hésité, hein, après la synthèse des États généraux qui se voulait aussi neutre que possible. Et on peut toujours contester ce qu'on a pu faire. Mais enfin, en tout cas, c'était notre souhait. Et après, on s'est posé la question, faut-il aller plus loin? Et faut-il donner notre avis comme une sorte de table d'orientation pour les décideurs politiques sur un certain nombre de grands sujets? Et vous savez qu'on a eu ce débat au sein du CCNE, qu'il y avait une large majorité pour plutôt produire un 129, mais qu'il y avait des gens qui disaient non, on est déjà un peu en dehors de notre rôle d'observateur et aussi neutre que possible. Et puis inversement, le CCNE a lui-même été, je dirais, profondément changé par l'approche des États généraux. Parce que dans son mode de fonctionnement, CCNE, vous le savez, c'est un monde qui n'est pas seulement de médecins et de chercheurs, hein, c'est un tiers de médecins et de chercheurs, mais il y a des philosophes, il y a des économistes, il y a des grands juristes, mais c'est un monde d'intellectuels. C'est un monde de Parisiens dans sa majorité. Pas Karine qui est provinciale. C'est un monde où il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. Et le fait, pour vous, des choses qui vous paraissent banales, parce que vous retrouvez vos citoyens chaque week-end, mais ce n'était pas le cas des membres du CCNE.
sauf peut-être à vision individuelle. Donc ça leur a fait le plus grand bien, je dirais, de partager des débats sur des sujets complexes qu'eux maîtrisaient alors, sur certains sujets, mais d'écouter la vision qu'il pouvait y avoir et qui remontait de la société sur ces sujets complexes. Donc, dans la construction du 129, l'idée était de dire il y avait des prises de position du CCNE et des opinions qui avaient été émises avant, bien avant la loi. On les reprend. On a écouté ce qu'on a entendu lors du débat citoyen qui nous a fait évoluer sur certains sujets. Et à partir de là, on émet un certain nombre de recommandations. Bon, un peu long, mais je réexplique le contexte. Alors, sur l'embryon, oui, il y avait la durée de... D'abord, actons bien que l'idée est de ne pas faire d'embryon de recherche. Hein, c'est ce qui existe dans la loi, et c'est ce que nous avions également recommandé. De toute façon, on est couvert, je dirais, par la Convention européenne d'Oviedo sur le sujet. Hein. Mais il y a un certain nombre d'embryons surnuméraires qui sont très largement sous-utilisés et qui peuvent être, eux, à partir du moment où il n'y a pas de projet parental, être utilisés, y compris avec des techniques de recherche qui peuvent interpeller. Mais à partir du moment où il n'y a pas de projet parental. J'entends bien. Tiens, des embryons surnuméraires déjà existants, qui n'ont pas été pris pour différentes raisons, etc., et qui sont dans des congélateurs, non utilisés. À partir de là, s'il y a une série de questions scientifiques qui peuvent se poser, y compris avec des nouvelles techniques, y compris avec des techniques de modification du génome, pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe quand on modifie un génome à J8, et quelles sont les conséquences ensuite dans l'orchestration de ce que va être l'évolution des gènes, à partir du moment où il n'y a aucune vision de réimplantation de ces embryons modifiés, puisque là, on a Oviedo qui est là très clairement. Alors, c'est ce qu'on avait évoqué, et on avait évoqué que plutôt que de rester à J8 tel que ça avait été défini, d'ailleurs dans des conditions... pourquoi J8 bon, de rejoindre la communauté internationale et d'aller plutôt à l'utilisation jusqu'à J10, J12. La communauté scientifique elle-même aurait souhaité et souhaite avoir l'utilisation d'embryons de recherche. Le CCNE avait dit non. La loi dit non. Donc on se retrouve bien là. Pourquoi elle le demande-t-elle? Parce qu'il faut essayer de comprendre, quand vous avez une communauté en face, pourquoi elle le demande. C'est pas parce que, bon... parce qu'elle dit que les embryons surnuméraires, elle explique que les embryons surnuméraires, et si vous entendez un des spécialistes, il vous l'expliquera encore mieux que moi, ils ne deviennent surnuméraires qu'à partir de J4 ou J5, qui a donc une période grise, entre guillemets, entre le J0 et le J5, sur lequel on ne peut pas faire d'études, y compris même si on ne veut pas le réinjecter. Donc voilà. Alors, pour répondre à vos questions précises, oui, je me retrouve plutôt sur le fait qu'on prolonge la date d'utilisation. Oui, je me retrouve plutôt sur le fait qu'il ne s'agit pas d'embryons de recherche, mais d'embryons surnuméraires sur lesquels on va poser des questions de recherche. Alors, changeant complètement de sujet sur la gouvernance et sur le champ et le périmètre du CCNE. Bon. La loi sur la gouvernance pose, finalement, interpelle sur 3 points. Le premier, c'est le mécanisme de nomination des membres du CCNE, qui était jusqu'à maintenant défini dans la loi et qui, là, se passerait par un décret du Conseil d'État. Ça, pour une vision de plus grande fluidité. Hein, je m'explique. Si on doit changer l'arrivée, par exemple, d'un membre qui serait nommé par un ministère, par exemple le secrétariat d'État au numérique, si c'est inscrit dans la loi, ben c'est dans la loi. Hein. Si c'est inscrit dans la loi les grandes thématiques, mais que le décret est un décret du Conseil d'État, c'est plus facile à modifier, de rajouter, au contraire d'enlever, entre guillemets, une nomination. Bon, moi, quand on en a discuté, parce qu'on m'en a parlé quand même de ça, j'avais pris avis
de hauts conseillers du Conseil d'État qui voyaient plutôt, alors qu'ils sont juristes purs et durs, qui voyaient plutôt une simplification de cette approche. Donc, Deuxièmement, sur le périmètre. Le périmètre, ça étend en effet à la fois au numérique et puis à l'environnement et santé. Alors, ça, si vous voulez, on peut s'y arrêter 3 minutes, mais là aussi, j'ai envie de vous donner rendez-vous dans 2 ans. Si je suis encore là dans 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est une vraie question démocratique. Grande question démocratique. Le CCNE a été conçu à la suite des premières FIV, de la première FIV, par François Mitterrand et ses conseillers, avec une vraie grande vision, en se rendant compte que la biologie santé était un des enjeux majeurs du début du XXIe siècle. Puis il y en a d'autres. Alors, comment intègre-t-on l'intelligence artificielle au sein du CCNE? On a eu de longs débats au sein du CCNE. IA et santé, numérique et santé, ça touche à la santé. Hein. Bon, donc, après tout, c'est une innovation technologique qui arrive. Avant même la loi, on avait fait rentrer, lors du dernier renouvellement des membres, 3 membres qui étaient issus du milieu du numérique. Donc, qui apportaient une certaine forme de compétence au sein du CCNE. Mais question posée, si maintenant on construit un comité d'éthique du numérique en général, c'est-à-dire pas seulement du numérique et santé, mais en général, la voiture autonome, la reconnaissance faciale, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce qu'il faut le mettre au sein du CCNE ou est-ce qu'il faut le mettre comme une entité à part? On a eu un débat au sein du CCNE. J'ai eu des discussions avec des conseillers ministériels sur le sujet. Et moi, à la fin de tout ça, il m'a paru raisonnable qu'on monte un comité pilote du numérique sous l'égide du CCNE qui permettrait de transférer un certain nombre de savoir-faire, par exemple la notion de multidisciplinarité, la notion de valeur à partager, la notion de construction commune, que n'ont pas forcément les gens du numérique, mais aussi avec des choses nouvelles. Quand vous savez que la recherche dans le numérique, c'est 50% avec des start-up, il nous faut des gamins avec des baskets dans ce nouveau comité. Donc c'est quand même très différent de la vision du CCNE. Donc, finalement, j'ai reçu une lettre de mission du Premier ministre fin juillet pour monter ce comité pilote du numérique qui dépasse, on entend bien, le numérique et santé, hein, qui est sur l'ensemble du numérique. Et on va monter ce comité pilote dont la première réunion sous l'égide du CCNE, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle entité administrative, hein, c'est à l'intérieur du CCNE, ce n'est pas une nouvelle entité. Et on se donne 18 mois à 2 ans, c'est pour ça que je vous donnais ce rendez-vous-là après, pour savoir où nous allons. Et où nous allons? Soit on en fait une entité autonome, et ensuite on a un comité d'éthique du numérique. Et on peut imaginer qu'on ait la même démarche pour l'environnement, un comité d'éthique de l'environnement. Et un comité d'éthique, je ne sais pas, bon, d'une autre fonction encore. Et ils sont côte à côte. On aura aidé à construire le comité d'éthique du numérique, mais ça fait quand même beaucoup d'entités. Ou bien on crée un comité, on garde le CCNE hein, comme comité consultatif d'éthique, national d'éthique, sans préciser pour les sciences de la vie, et puis on fait des piliers verticaux, avec un pilier des sciences de la vie, un pilier du numérique, un pilier de l'environnement, et puis avec des réunions communes, etc. Et je vois bien l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir cette vision un peu... Bon. Puis inversement, il ne faut pas créer un machin, quoi. Il ne faut pas créer un machin. Et ce n'est pas une agence qu'on a envie de créer là. Hein. C'est vraiment une réflexion de quelque chose d'autonome par rapport à vous, d'autonome par rapport au gouvernement,
et qui doit garder son autonomie. J'ai un peu peur que si on crée un machin... Bon. Donc voilà, je ne sais pas, pour vous dire. Hein. Vous m'avez posé la question. La première réunion du comité pilote du numérique aura lieu le 4 décembre. Voilà pour ces auditions du Sénat sur le projet de loi de bioéthique qui sera sans doute l'un des textes les plus importants de l'année 2020. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.